Les enfants de la République, Frédéric Aziza. Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour à tous et bienvenue dans Les enfants de la République dont vous êtes l'invité Johan Sfar. Johan Sfar, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors tout le monde connaît le dessinateur, le réalisateur, l'auteur de BD que vous êtes, Johan Sfar. On vous donne notamment la série Le chat du rabbin, puis après Nous vivrons, enquête sur l'avenir des Juifs, l'année dernière. Vous publiez Que faire des Juifs aux éditions Les Arènes, un roman graphique de 565 pages. 565 pages fait de dessins de dialogue où vous avez voulu raconter l'histoire du peuple juif, de l'identité juive, de la vôtre aussi, et de l'antisémitisme. Alors comment vous êtes passé, Johan Sfar, des chats du rabbin à Nous vivrons et aujourd'hui à Que faire des Juifs? Et d'ailleurs, pourquoi ce titre, Que faire des Juifs? D'abord parce que c'est provoquant, parce que si j'avais appelé le livre Histoire des Juifs et Histoire de l'antisémitisme, j'aurais moins suscité l'attention. On aurait dit que c'était un essai philosophique. D'abord, il y a ça. Et ensuite, la question est double. Ouais. C'est que faire des Juifs au niveau identitaire? Comment on définit un Juif? Où est-ce qu'on les met? Qui est une question vaste. Et ensuite, au niveau plus personnel, nous qui sommes français de culture ou de religion juive, qui avions l'habitude d'être juifs 5 minutes par jour, pour certains, même moins, tout d'un coup, ça s'est mis à prendre toute la place. Pas de notre fait, du fait du changement d'actualité. Même quand on n'a pas été bon au Talmud Torah comme moi. Même quand on a été nul au Talmud Torah comme moi. Et puis, tout le monde dit c'est la faute au 7 octobre. Mais non, le 7 octobre a servi de révélateur à une méconnaissance profonde de ce que c'est qu'un juif, tout simplement, et à la fois même pour les juifs eux-mêmes. Donc j'ai fait ce bouquin pour me documenter moi-même sur l'histoire juive, sur l'histoire de l'antisémitisme, sur notre histoire en France, dans l'Europe, au Proche-Orient. Et j'ai rappelé tous les gens à qui je parle depuis mon enfance, et j'ai essayé de construire, une espèce de roman choral sur ce thème, et où j'en suis moi par rapport à ça. Alors on va en parler. On va parler de ce livre, de tout ce que vous écrivez, des dessins que vous faites dans ce livre. Mais d'abord un mot sur l'actualité avant de revenir justement à votre livre. 15 mois après le 7 octobre, à la veille de l'investiture de Donald Trump, un accord est donc intervenu entre Israël et le Hamas autour d'un cessez-le-feu et de la libération des otages. Vous êtes un homme heureux ? Est-ce que vous avez éprouvé la même chose que moi? Quand j'ai appris cette information... Vous savez ce qui s'est passé? J'ai pleuré. Alors moi, quand j'ai entendu cette information, c'est très bizarre. La première chose que j'ai fait, c'est téléphoner à tout le monde en Israël, c'est-à-dire mes collaborateurs et ma famille, en disant « Mais qu'est-ce que tu en penses ?» Parce que je ne savais pas ce que je pensais, parce que d'abord, on a envie que la guerre s'arrête, on a envie que les otages reviennent, on n'arrive pas à y croire, et on voit bien le gâchis en se disant mais ce deal était sur la table depuis 6 mois, il y a eu beaucoup d'intérêt, voilà, et je crois que ça... Moi je suis pas détendu, je souhaite l'arrêt de la guerre et puis c'est tout, mais j'ai pas d'idée très profonde à part appeler mes proches en Israël et demander ce qu'ils en pensent. Oui, c'est ce qu'ils disent, c'est encore ce que j'ai fait tout à l'heure, ils disent ça y est, on y est, mais on sait pas combien de temps ça va durer. Déjà pour la libération des otages, pour la fin de la guerre, le cessez-le-feu, et l'après. Il faut dire merci à Donald Trump, Johan Sfar, qui sera officiellement investi demain 47e président des États-Unis. Merci Donald Trump. Moi, je crois pas. Je vois bien la corrélation, mais je crois pas à l'effet magique Donald Trump qui a en commun avec Barack Obama d'être un isolationniste. Donc, je manque peut-être d'imagination, mais je crois pas que c'est Donald Trump qui va faire la paix au Proche-Orient. Alors, il y a cet accord et puis il y a la suite. Est-ce que la paix est encore possible? Comment et quand? En clair, quels sont les paramètres de la paix? Est-ce que la paix peut s'imposer d'ailleurs avec les mêmes dirigeants en Israël et du côté palestinien? Vous savez que j'ai fait tout mon livre pour éviter de répondre à ces questions géopolitiques parce qu'il me semble qu'on est en surcharge de spécialistes du Proche-Orient. Non, mais j'y vais sur votre question. On est en surcharge de spécialistes sur le Proche-Orient, parfois autoproclamés, comme certains ecclésiastiques. Et à l'inverse, on n'entend pas assez de voix d'individus. Alors je vais vous citer une voix. Et c'est ce que j'ai tenté de faire dans mon livre. Je vais vous citer une voix de votre livre. Ah, ça c'est gentil. Vous savez laquelle? Elie Barnavi. Très bien. Elie Barnavi. Il dit: vouloir la paix, c'est accepter de causer avec quelqu'un qui ne pense pas comme vous. C'est désormais possible de discuter avec quelqu'un qui ne pense pas comme vous, ou on en est loin, très loin? Moi, il me semble que si c'est toute la région, il y a de l'espoir. Si on s'aperçoit que toute la région a un intérêt vital à la paix, à commencer par les Palestiniens, à commencer par les Israéliens, mais la région tout ensemble, la montée en puissance de l'Arabie Saoudite, qu'on le veuille ou non, pragmatiquement, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a une ouverture vers l'idée d'une... Il y a un accord signé au Qatar. Voilà, ça veut dire quelque chose. Ensuite, c'est Amos Oz qui disait, si on laisse tout seul les Israéliens et les Palestiniens, c'est comme un couple qui n'arrive pas à divorcer. En revanche, si c'est régional, il y a davantage d'espoir. Et je cite une autre réflexion, j'appelle ça des réflexions, les propos tenus par les personnages du livre. Si tu es un leader palestinien et plus largement un leader arabe,
tu ne peux pas dire à voix haute que tu envisages un avenir paisible avec Israël. Ça peut changer, ça, ou pas? Oui, ça, je crois que c'est une source d'espoir et qu'en France, on comprend très mal. C'est que c'est une région où les gens peuvent dire la chose et son contraire en l'espace de 5 minutes. C'est-à-dire que on voit très bien que dans le privé, la plupart des diplomates israéliens et arabes, en tout cas, se fréquentent, se connaissent, parlent de manière tout à fait civilisée. Et dès qu'ils doivent être derrière un micro, ils tiennent un discours qui est aux antipodes, tout simplement parce que ils se disent que c'est ce que leur public attend. Et il serait... on voit bien, je vais faire le parallèle, on voit bien ce qui se passe actuellement en Israël entre Smotrich et Ben Gvir, qui font la course à qui sera le plus opposé aux accords, parce qu'il faut gagner les voix des lecteurs d'extrême droite. Il y a la même chose dans le monde arabe. C'est retenez-moi ou je fais un malheur. Oui, c'est le monde... et c'est marrant parce que cette taquilla dont on se plaint dans le monde oriental, il y a la même chez les juifs. C'est une espèce de politesse qui consiste à dire 10 choses dans la journée. Simplement, au bout d'un moment, il y a une nécessité de survie qui fait que la paix est dans l'intérêt de tout le monde. Un autre extrait, une autre réflexion du livre. Plus jamais Masada ne tombera, ce serment des soldats israéliens, vous y faites allusion dans le livre. Le complexe de Masada, Johann Sfar, vous l'avez en vous, et encore plus depuis le 7 octobre, ou pas? Ça c'est extrêmement intéressant. Dans la doctrine militaire israélienne et dans la doctrine politique de droite israélienne, il y a l'idée de voir Israël comme une citadelle assiégée. C'est le cas depuis l'époque de Flavius Joseph. On le disait aussi, vous dites de droite, du temps de Ben Gourion, Golda Meir, tout le monde. Mais on le disait du temps de Masada. Et là où la chose devient tragique, c'est qu'aujourd'hui, même avant, il y a encore quelques mois, même les Israéliens de gauche étaient obligés de dire oui, mais là on est en situation de citadelle assiégée. Là, c'est moins le cas. La situation militaire avec l'affaiblissement des proxys iraniens s'est révélée favorable à Israël. L'affaiblissement du Hamas, du Hezbollah, et la Syrie est tombée, l'Iran est mal en point. Enfin, oui, voilà. Mais là où la défaite politique est totale, c'est que, presque comme en Afghanistan, dès l'instant où les soldats israéliens s'en vont, les gars du Hamas sortent en criant victoire et en appelant à attaquer Jérusalem, etc. Et on a l'impression que les populations civiles sont les victimes de la question qui transcende tout le livre, mais toute la question sur le Proche-Orient, c'est quand est-ce qu'on va dans le réel et quand est-ce qu'on va dans le symbole. Et on voit bien que dès qu'il est question de Proche-Orient, dès qu'il est question de judaïsme, d'islam et de cette région, tout le monde se gorge de symboles et on oublie le réel, on oublie les vrais gens. Donc moi, ce que j'ai tenté de faire, c'est faire parler des vrais gens très différents. Depuis un soldat de Tsahal, jusqu'à des journalistes, jusqu'à des étudiants en cinéma israélien, jusqu'à ici, des juifs, j'allais dire publics, dont la vie a été bouleversée par leur identité juive après le 7 octobre. On va en parler tout au long de cette émission. Ça, c'est vous allez voir. Et alors, vous êtes dessinateur? Ça m'arrive. Je suis sûr que depuis, vous avez appris qu'il y a un accord de cessez-le-feu allait être ou a été signé. Vous avez en tête un dessin pour résumer ça? Non, ce que j'ai en tête, et je ne le dessinerai pas, comme beaucoup de Français juifs, j'ai passé l'année dernière à soutenir les colleurs d'affiches, à aller coller les affiches des otages. J'ai en tête tous ces otages, et je pense à une chose, dans la synagogue que je fréquente, il y a les photos des otages. Des petits-enfants. Voilà, et je vois les enfants, parmi lesquels mon fils, qui regarde ces photos d'otages. Mon fils a 4 ans, il sait pas ce que c'est. Et il regarde ces photos d'otages, il voit juste des enfants. Et je lui ai pas expliqué. Et comme beaucoup de gens, je pense à la famille Bibas et je prie pour qu'on les retrouve vivants. Cette cruauté de ne pas annoncer qui est vivant et qui est mort, cette image que je ne veux pas mettre dans ma tête, c'est l'image d'otages qui vont revenir dans un cercueil, je veux pas le dessiner. Et on va vous dire, vous parlez des otages, mais est-ce que vous pensez aussi aux Palestiniens? Mais vous savez que c'est une question légitime. Ouais. C'est une question légitime de dire mais c'est pour ça que je vous la pose. Oui, hein, c'est une question légitime de dire qu'on a, et la responsabilité est collective, on n'a pas su donner de visage aux victimes palestiniennes de cette guerre, d'abord à cause du Hamas qui les utilise, également à cause de la communication israélienne qui n'a jamais laissé les journalistes entrer à Gaza, en tout cas les vrais journalistes, et on a un vide d'image sur Gaza qui fait que on n'a pas su donner de visage aux victimes palestiniennes de cette tragédie. Et effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. On va en reparler, mais d'abord, quelle est la vertu d'un dessin, Johann Sfar, puisque c'est le deuxième livre que vous faites sur cette actualité. Est-ce juste de dire que le dessin est là pour, quelque part, adoucir l'horreur ou pas? Moi, c'est surtout ma méthode d'interview. C'est que je me mets face à un interlocuteur ou une interlocutrice, je la dessine et je pose pas de questions. Et ça crée une petite gêne. Et vous écoutez. Et dans ce silence, on me parle et les gens se rendent pas compte que je note tout ce qu'ils disent. Et alors, ils sont très surpris parce que j'enregistre rien, je note. Donc, c'est une méthode d'interview qui me paraît assez empathique, qui est aussi un petit peu amoureuse. C'est-à-dire qu'on a tellement attaqué les juifs sur leur physique, je pense aux caricatures anti-juives, je pense à tout ça. Moi, j'ai passé 560 pages à dessiner des beaux juifs.
Je sais pas ce que ça veut dire. Il y a des bons Il y a même mots, il y a vous, des hein. mots. Alors moi, on m'a reproché Un peu plus jeune, Oui. un peu plus... Hein. Oui, mais ça, je joue avec ça. Ouais. Je me transforme en personnage, enfant, plus vieux, angoissé. Bon, c'est le Tintin reporter en plus gros avec Ouais. la barbe. Mais faire un portrait physique, j'allais dire amoureux de mes interlocuteurs, que ce soit des messieurs ou des dames, ça me paraît important dans ce type d'ouvrage. Il y a une empathie qui est importante. Une empathie, alors excusez-moi, comment vous réagissez, pour nos auditeurs, hein, face à la guerre, à l'antisémitisme, à la haine, face à la peur, face à la douleur? Hein, Je vais c'est citer, ça un peu ces bouquins. je vais citer en une seule phrase le rabbin Nahman de Braslav, Jean-Paul II et Christian Estrosi. J'étais avec Christian Estrosi la semaine dernière et il m'a dit, écoutez Johan... Ah oui, parfois- vous êtes allé Oui, présenter votre j'étais livre à- à Nice. Hein. Christian Estrosi me dit, mais Johan, parfois des juifs viennent me voir en me disant, monsieur le maire, on a peur. Eh bien je leur réponds, n'ayez pas peur. Ah oui, c'est le pape. Et je pense qu'il a tout à fait raison parce que moi, la bonne surprise que j'ai eue l'an dernier... N'ayez pas peur. Moi, dans le pays où j'étais l'an dernier, où on m'annonce, et c'est une réalité, une explosion des agressions anti-juives, j'ai fait le tour de France des librairies et je n'ai fait que des rencontres extraordinaires. Et j'ai découvert un truc, c'est que la plupart des gens qui arrivent très agressifs, très énervés, ils ont juste envie de parler. Et ils ont juste envie qu'on les écoute. Je pense aux personnes de culture musulmane qui sont déchirées par ce qu'ils voient à Gaza et qui s'identifient. Je pense aux téléspectateurs ou aux étudiants qui comprennent pas le Proche-Orient et qui ont le sentiment que les juifs sont tous des soutiens de ceci, de cela. Or, la réalité, c'est qu'on a de la famille là-bas et qu'on a peur pour eux. Cette haine ne résiste pas à une discussion parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas si différent que ça, et les différences qu'on a... Vous dites on n'est pas si différent entre juifs et arabes. Hein. Entre Français en Entre général, Français. et Mais notamment même, entre juifs moi et il me arabes. semble qu'entre juifs et arabes, on est encore plus proche que les autres. Bien sûr. On a des défauts communs, on a une mauvaise foi commune, et on a une politesse commune. Moi je le répète... Surtout comme vous, on vient en partie d'Algérie. Moi j'ai ma partie paternelle est maghrébine. Ouais. Mais moi je le répète, je l'ai dit 1000 fois, après le 7 octobre, les premiers amis qui m'ont appelé sont soit des Arabes, soit des Iraniens. Et parce que il y a à la fois cette affection et à la fois cette politesse nécessaire de ne pas aller dans les sujets qui fâchent, mais c'est juste comment tu vas. À l'inverse, j'allais dire, mes camarades gaulois ont mis plus de temps à téléphoner, pas par méchanceté, parce qu'ils ne savaient pas quoi dire. Ils étaient gênés. Et vous savez, dans les silences qui ont suivi le 7 octobre, dont je me suis énormément plaint, il y a beaucoup de gens, en particulier des artistes, qui sont venus me parler en disant « Mais tu sais, on ne savait pas quoi dire. Et la Vous plupart savez pas des quoi gens... dire ou on avait peur? Ah, il y a deux choses. Il y a des gens qui avaient peur pour leur carrière. Ouais. Il y a des gens qui ont vu, dès qu'ils ont pris la parole, en disant une empathie. Une chose qui m'a marqué l'an dernier, c'est pas dans le livre. Quand les familles musulmanes d'otages du Hamas sont venues à Paris, on n'a pas trouvé... Ils ont été boycottés. Voilà. On n'a Hein. pas trouvé de personnalité musulmane française pour venir leur parler. Boycottés. Voilà. Alors qu'ils ont été reçus à l'Assemblée. Voilà. Là, il y a eu quelque chose de blessant et une méconnaissance profonde de ce qu'est la société israélienne. Et on parlera justement des ravages en France avec votre ami. On en parlera. Est-ce que vous vous sentez plus juif depuis le 7 octobre ou pas? Moi non. Hein? Moi non, moi je reste un mauvais juif, pas religieux, qui adore être Non, juif pas être pour juif et critiquer. ne pas être religieux. Hein. Mais je vais à la Hein? synagogue. Ouais. Je vais à la synagogue pour critiquer, comme tout le monde. Bon, non, ce qui est assez pénible, c'est que moi j'aime bien qu'on ait plein d'identités et que ce soit une richesse. Ce que je n'aime pas, c'est qu'on nous range dans des identités, qu'on nous force à avoir une identité unique, ce qui est une absurdité, parce qu'on est incohérent. Moi, je nage dans l'incohérence. Et les assignations me plaisent pas beaucoup. Moi, je peux pas être plus juif qu'avant, je l'étais déjà au max. Mais en revanche, je suis un juif incohérent et ça me va très bien. Alors, que faire des juifs, donc votre dernier livre. Et puis, il y a aussi Les Guerriers dont on parlera. Ouais. Hein. Que faire des juifs? Ça vous a fait du bien? Ça vous fait du bien d'écrire ces dessins ou pas? Oui, ça m'a fait beaucoup de bien parce que d'abord, j'ai appris plein de trucs. Alors, justement, qu'est-ce que vous avez en appris en lisant- écrivant? En lisant des livres d'histoire, en lisant Joseph Kessel, en lisant Albert Londres, en lisant Chateaubriand, que je mets tout ça dans le livre, en interrogeant des gens d'aujourd'hui, en allant parler à des Israéliens, et puis en voyant tout de même une certaine constance de l'antisémitisme. Ça m'a détendu. Alors, justement, une constance de l'antisémitisme, regardez, je vous cite. Hein, vous citez Jonathan Ayoun dans votre livre. À l'intérieur du livre, en conclusion. L'antisémitisme est constitutif de notre civilisation. On pourrait dire ça depuis 2000 ans. On peut dire ça depuis que le monde chrétien et le monde oriental sont nés et ont dû se définir par rapport au judaïsme. Pour faire exister quelque chose de nouveau par rapport au judaïsme, il fallait bien expliquer que les juifs avaient tort. Et il y a un détail, comme disait Le Pen, qui me fait beaucoup rire. Point de détail. Un Oui. point de détail. Le moment où l'antisémitisme a été le plus déchaîné en France, et ça Jonathan Ayoun l'explique très bien, ce sont les 300 ans pendant lesquels les juifs avaient été expulsés au Moyen-Âge et il n'y en avait pas. Et on n'est jamais haï autant que quand ils n'étaient pas là. Et j'ai une copine réalisatrice algérienne qui va voir une vieille dame en Algérie et la vieille dame lui dit « Mais tu sais, nous en Algérie, on n'a aucun problème avec les juifs, on n'en a plus. » Et je vais vous citer autre chose. Ma grand-mère, qui était née à Varsovie, qui était venue en France, elle me disait la Pologne, un pays antisémite sans juifs.
Ça peut s'entendre. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un fantasme. Il y a un fantasme. Ce fantasme, pour moi, ne survit pas à la rencontre d'individus avec qui on s'entend bien. Et je crois que c'est le sujet du livre, c'est de réhumaniser ces catégories, de réapprendre à se parler. J'ai pas beaucoup d'espoir, mais je voudrais retisser le lien entre nous. Retisser le lien, réhumaniser, parce que depuis le 7 octobre, c'est quand même compliqué pour les Juifs de France. Et pour les Juifs en France. Oui, mais il y a même une conséquence, si vous voulez, pour le Proche-Orient, c'est que dans la France où j'ai grandi, la voix française était entendue au Proche-Orient, aussi bien en Israël que dans le monde arabe. Là, il y a un échec total de la diplomatie et des voix, même artistiques françaises. Personne ne nous entend au Proche-Orient parce qu'on n'est plus capable de produire un discours utile pour le Proche-Orient. Vous parlez des hautes autorités de l'État. Mais je parle aussi des étudiants, aussi des professeurs, aussi des artistes. Et tout le militantisme qu'on veut aujourd'hui pour cesser la guerre à Gaza en France, il n'a jamais été entendu au Proche-Orient, ni en Israël, ni à Gaza. Si on était plus malin, si on savait faire parler ensemble, je vais le dire de la manière la plus grossière, si on savait faire parler ensemble des Juifs et des Arabes pour dire un discours cohérent, pour dire un discours... SOS Racisme, c'était ça. Oui, les guerrières de la paix l'ont fait. Alors, évidemment, on va leur dire, mais pendant la guerre, ça sert à rien, pendant la guerre, c'est inaudible. Si, c'est des choses sur lesquelles on pourra construire ensuite. Donc, moi, j'ai le sentiment que la France n'a pas été à la hauteur de la situation. Voilà. Vous êtes en face de moi, je vois votre rail. J'ai pas seulement un rail, j'ai un rail et une étoile de David. C'est nouveau l'étoile de David, la grosse étoile de David. Bah oui, je vieillis. Alors, c'est pas seulement pour la plage à Juan-les-Pins. Vous m'auriez jamais vu avec ça, ne serait-ce qu'il y a 5 ans. Mais de voir que des concitoyens juifs n'osent plus porter ça, je le porte pas comme un symbole religieux, je le porte parce que d'autres ont peur de le porter. Et ça me fait un chagrin fou de savoir que des juifs osent plus parler en hébreu dans un taxi ou osent plus mettre une kippa dans la rue. C'est pas que j'adore les kippas, j'en porte jamais. C'est que c'est triste de se voir invisibilisé de la sorte. Alors, on revient à votre livre. Un livre qui commence avec l'évocation du 17 septembre 1978 et le souvenir de votre grand-mère Esther Malka. Racontez-nous ce 17 septembre 1978. Et je sais que c'est toujours très émouvant de penser à ses grands-parents, à sa grand-mère. Mais c'est pas seulement émouvant, c'est fondateur pour moi. Une chose sur le chat du rabbin que les gens ne remarquent pas, le chat, il n'est pas juif. Le chat, c'est le seul non-juif de la famille. Chaque enfant juif, il y a une période où il n'est pas encore juif. Moi, j'étais devant la télé, je regardais Goldorak. Goldorak, voilà. J'étais peut-être circoncis, mais j'étais pas encore juif. Et ma grand-mère arrive, elle coupe Goldorak et elle me met les accords de Camp David. Et je lui dis, mais pourquoi? Elle me dit, parce que ça te concerne. Et j'explique dans le livre, j'ai dit, c'est la première fois où le Proche-Orient a commencé à m'embêter. Et c'était qu'un début. Mais donc cette identité, cet attachement au Proche-Orient, qui vient du fait que nos familles sont là-bas, la moitié des Juifs de la planète habitent en Israël. Bon, il n'est pas inné. C'est le moment où la famille s'inquiète, le moment où la famille subit de l'antisémitisme, le moment où on va en voyage là-bas. Donc il y a un lien qui est affectif, qui est réel, et qui va forger une partie de notre identité. Et alors, 35 ans après, Johan Sfar, vous êtes plus attaché à ce que représente Camp David ou à ce que représente ou représentait Goldorak? C'est que la chanson de Goldorak était chantée par Noam, qui était israélien. Et qui était le neveu de Mike Brandt. Voilà, donc la question est piège. Le neveu de Mike Brandt, Goldorak, je ne sais plus comment c'est. Mais alors, Goldorak ou Camp Non, David? alors... Parce que ça a été fondateur Camp David, même, si 35 ans après, Camp David, c'était la paix entre l'Égypte et Israël, Sadat, Begin... Oui, il n'y a toujours pas de paix. Tout de même, on est nombreux, notre génération, à se sentir un petit peu orphelin de cette époque, orphelin des accords d'Oslo, orphelin de l'époque où un représentant de la Palestine n'était pas forcément anti-juif. Je vais le redire de manière très simple, j'en parle dans le livre. Je parle de cette première réunion qu'a fait Dieudonné il y a une quinzaine d'années, où il veut soi-disant faire une liste pour la Palestine. Et avec des gens très Euro-Palestine. Voilà, avec des gens très peu recommandables. Et donc qui a été copié ensuite par Manon Aubry et les filles. Alors ça, je ne sais pas. Mais il veut faire ce truc. Et moi, je dois y aller pour le compte de Charlie Hebdo, je dois faire un reportage, et j'apprends que Leïla Chaïd, qui représente l'autorité palestinienne, refuse d'y aller. J'appelle son bureau, et on m'explique de manière très simple, nous n'irons pas car ce sont des antisémites. Et on a Leïla Chaïd, représentante de la Palestine, qui 20 ans avant tout le monde a compris ce qui était en train de nous arriver, c'est-à-dire des racistes, des antisémites qui étaient en train de faire une OPA sur la jeunesse française, et pour, au lieu de défendre la Palestine, qui est une cause très noble, pour transformer cette jeunesse en une jeunesse anti-juive, et qui aujourd'hui débite des clichés anti-juifs sans le savoir. Et moi je le redis, la cause palestinienne est la plus noble des causes, et son pire ennemi est l'antisémitisme. Alors, antisémitisme, cause palestinienne, Israël. C'est dans votre livre. 500 000 morts en Syrie, dont beaucoup de Palestiniens. As-tu entendu une plainte à ce sujet? C'est un dialogue. 400 000 morts au Yémen, 300 000 morts au Soudan, 1 million de morts en Afghanistan, 4 fois plus au Congo, 2 millions du Our. Pourquoi cette occultation des génocides, Johan Sfar, pour reprendre
un terme à la mode depuis le 7 octobre. Pourquoi? Alors d'abord, il y a deux choses. Je ne veux pas utiliser les autres guerres pour minimiser l'horreur de ce qui se passe à Gaza. En revanche, je ne peux pas ne pas voir que cette manière ultra symbolique de s'emparer du Proche-Orient nuit à la paix. Pourquoi? Parce qu'on a tous grandi dans un monde monothéiste où le Proche-Orient représente un symbole extraordinaire, où le destin du peuple juif, à cause de la Shoah, représente une culpabilité monstrueuse pour l'Europe, et il y a la culpabilité de la colonisation vis-à-vis des populations arabes. Tout ça... Donc l'Algérie, hein. Voilà. Tout ça, pour moi, ça empêche la paix. Tout ça, c'est une manière de transformer les êtres humains en symboles. Je vais donner un exemple très simple. Et vous écrivez, ou l'un de vos personnages dit, parce que ça ne produit pas la même joie que de parler des Juifs. Mais bien sûr. Mais je vais donner un exemple très simple. Quand on parle de génocide 24 heures sur 24, on stoppe la discussion. Moi, j'aimerais beaucoup mieux qu'on parle de crimes de guerre, qu'on parle d'une guerre dégueulasse, qu'on parle d'une guerre dont les objectifs sont devenus incompréhensibles, y compris à la population israélienne, et qu'on relaye, pourquoi pas, les articles de la presse israélienne qui s'attaquent à ces crimes de guerre de manière légitime. Or, parler de génocide, on sauve aucun Palestinien et on fait taire les gens qui, en France, pourraient être des partenaires de dialogue. Moi, ce que je regrette en France, c'est que je ne vois plus, comme dans les années 90, des Israéliens et des Palestiniens qui se parlent, des Juifs et des musulmans qui se parlent publiquement de manière constructive. Et cette terreur langagière, ce silence, c'est l'ennemi de la paix pour moi. Et alors, vous parlez d'antisémitisme, hein. Depuis le 7 octobre, c'est l'explosion de l'antisémitisme. C'est quoi? C'est la conséquence, ce qui se passe, de la dieudonisation des esprits, de la soralisation des esprits, de la lepénisation des esprits ou de la mélanchonisation des esprits? Alors, moi, il y a deux choses en même temps, comme dirait l'autre. Il y a d'un côté une violence contre les Juifs. On est 0,6% de la population, on reçoit 57% des violences racistes, ça c'est les chiffres du gouvernement. Mais de l'autre côté, moi je vois une bonne nouvelle, parce que je rencontre beaucoup de Français, quelle que soit leur origine, qui me disent mais on n'ose plus parler parce qu'on a l'impression que dès qu'on critique Israël, on va se faire traiter d'anti-juif. Or, c'est pas ça. La réalité, c'est que le 7 octobre a fait apparaître une méconnaissance totale du Proche-Orient, et les gens, sans le faire exprès, disent des conneries. Moi, je comprends qu'on soit scandalisé par la guerre. Il y a certains raccourcis qui me semblent ahurissants. Lesquels, par exemple? Quand on vient nous raconter que tous les Juifs de France seraient pour Netanyahou, que tous les Juifs de France souhaiteraient la disparition des Palestiniens. Et vous avez entendu, hein, un point de détail de l'histoire. Après l'affaire Dreyfus, on disait les Israélites. Hein, on ne voulait pas dire les antisémites, on ne disait pas les Juifs. Après, les années passent, bon, il y a les Youpins. Les sionistes. Et maintenant, on est les génocidaires. C'est une manière de faire taire, c'est une manière de mettre tous les juifs dans le même sac, alors qu'au même titre que les musulmans, on ne se ressemble pas. Et il y a une interview que je mets dans le livre qui me paraît très, très importante, celle de Jacques Vergès. Le Charlie Hebdo m'envoie interviewer Jacques Vergès en pensant que ça va très mal se passer. Ça se passe très bien, j'adore les avocats, on passe une journée formidable, et au bout d'une journée, mais je dis, mais maître, vous avez quand même un problème avec les juifs. Non, qu'est-ce que vous me racontez? Je dis, mais enfin, tous vos clients sont soit des nazis, soit ils ont tué. Ah bien non, c'est pas ça du tout. Vous, plus personne ne vous massacre depuis longtemps. L'antisémitisme, c'est une énergie très puissante dans laquelle il faut puiser quand on veut soulever les foules. Comme dirait l'autre, c'est résiduel. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est ce que m'expliquait Jacques Vergès, c'est qu'il y a, de manière presque somnambule, une haine larvée des Juifs qu'on peut réveiller pour créer de l'énergie politique. Et malheureusement, l'antisémitisme, c'est consensuel. Antisémitisme, voilà, ça nous fait parler de Le Pen. Jean-Marie Le Pen, il est mort, ça a dû faire beaucoup de peine. Hein. On peut pas applaudir la mort, on peut pas aller danser sur la tombe de quelqu'un qui est mort, mais la messe en son honneur, c'était jeudi à Paris. Il y avait un grand nombre de personnalités d'extrême droite. Il y en a certaines qui ont été refusées à l'entrée de la messe, comme Dieudonné, comme Benedetti, enfin des leaders antisémites et fachos, mais il y avait Éric Ciotti à l'église. Vous qui êtes de Nice. Éric Ciotti. Moi, j'ai pas à me prononcer là-dessus. Ce que je constate en revanche, c'est que il y avait Zemmour aussi. Hein. Ce que je constate en revanche, c'est que tout le monde a surjoué la grande résistance à la mort de Jean-Marie Le Pen, en oubliant de dire que Jean-Marie Le Pen était à la retraite depuis plus de 20 ans, et c'est un monsieur qui a quitté la politique depuis extrêmement longtemps. Moi, j'aimerais bien voir la même énergie contre les antisémites qui ont repris le flambeau aujourd'hui. Pardonnez-moi, je ne comprends pas ce que ma famille politique, c'est-à-dire la gauche, fait encore avec Jean-Luc Mélenchon, qui est dans la provocation langagière, dans l'appel à la haine, le digne héritier langagier de Jean-Marie Le Pen. Alors, les antisémites qui ont repris le flambeau, j'avais prévu de parler d'abord de votre livre, mais d'abord, on va en parler. Je cite une de vos réflexions, quand un noir alerte sur le racisme, ne minimisez pas. Quand un homosexuel vous parle d'un acte homophobe, on ne dit pas qu'il l'invente. Lorsque des juifs vous parlent du gros problème d'antisémitisme chez les filles et que vous minimisez, c'est vous qui abîmez la gauche. Vous venez de parler de ça. À une différence près, c'est que la plupart de ces gens sont sincères.
Et c'est pourquoi j'ai fait ce livre qui s'appelle « Que faire des juifs ?» parce que la plupart des jeunes ne savent pas ce que c'est qu'un juif. Ils pensent que juif, c'est une religion. Bon, moi, je suis pas religieux, pourtant je suis juif. Donc, juif, c'est un machin où on est à la fois un peuple, une ethnie, une tradition littéraire, une tradition religieuse, de manière incohérente. Mais donc, les gens ne s'aperçoivent pas, parfois, qu'ils disent des énormités anti-juives et ils ne le savent pas. Et alors, c'est ce que vous entendez, c'est qu'on ne croit plus, on ne veut pas croire à la souffrance juive. Oui, moi je très humblement, j'ai dû... Et surtout pas, comme vous le dites, à la gauche de la gauche. Oui, moi je pense qu'ils savent très bien qu'il y a une hypocrisie chez les leaders, mais chez les jeunes, il y a une vraie sincérité, parce que j'en ai rencontré beaucoup, et ils disent, mais en fait, vous utilisez l'antisémitisme pour nous empêcher de critiquer Israël. C'est tout à fait faux. Moi, je critique Israël nuit et jour, parce que je me sens proche de ce pays, parce que mes cousins y sont, et parce que je souhaite qu'il y ait la paix là-bas. En revanche... Moi, j'ai dû m'éduquer sur la transphobie, sur l'homophobie, sur le racisme, parce que peut-être que sans le savoir, je disais des choses qui étaient homophobes ou qui étaient racistes. Il me semble qu'il y a aussi une nécessité de s'éduquer sur l'antisémitisme. Alors, et c'est pas acquis. Je veux pas citer l'émission parce que ça se fait pas. Mon livre arrive et il y a une formule malheureuse d'un journaliste. Ah, on a adoré votre livre. On ne sait pas comment constituer un plateau autour de ça. On vous invitera pour les 80 ans d'Auschwitz. Et c'est sympa. Moi, j'adore Auschwitz, c'est pas la question. C'est juste que si on nous range dans Auschwitz, on fait comme si c'était réglé. C'était où, ça ? Je ne vous le dirai pas. Et parce qu'en plus, c'est des gens très sympas et tout le monde peut dire une connerie. Mais ça partait d'un bon sentiment. Oui, mais on va pas ranger les Juifs dans les commémorations de la même manière qu'on range l'arbre de Noël en décembre. Alors, on va préciser pour nos auditeurs qui le savent, c'est le 27 janvier. Libération d'Auschwitz. C'est ce qui m'a donné un des meilleurs dialogues de mes carnets récemment. Le CRIF m'appelle en me disant « Est-ce que tu veux faire un voyage à Auschwitz le 27 janvier ?» J'ai dit « Oui, d'accord. » Et je regarde, je dis « Ah non, j'ai le festival d'Angoulême. » Et ils me répondent « Pauvre vieux. » Alors, l'antisémitisme, celui qu'on ne veut pas voir, ou celui qui réapparaît. Je vous cite de nouveau les personnalités de gauche qui minimisent ou trouvent résiduel l'antisémitisme dans notre camp, abîment ce combat. Et vous citez aussi l'auteur de BD américain Will Eisner, que vous avez rencontré, qui est mort depuis. Les gens les plus vulnérables à l'antisémitisme sont ceux qui ignorent qu'ils l'ont en eux. Oui. Vous pensez à qui ? Mais je pense à tout le monde. C'est là, c'est même dans notre langage. Will Eisner était extraordinaire, c'est le plus grand auteur de bande dessinée américain. Il a inventé les super-héros, il a tout inventé. Will Eisner est très juif. Et Brooklyn. Oui, et les 10 dernières années de sa vie, il les a consacrées à faire des ouvrages pour expliquer l'antisémitisme, pour expliquer les protocoles des sages de Sion, pour expliquer les clichés anti-juifs avec Fagin le juif dans les récits populaires. Et je crois que les gens sont sincères quand ils ne s'en rendent pas compte. Quand cet abruti de Deloglu, il y a 2 jours à la télé, veut parler d'une croix gammée et il dit une croix juive. Le pire de tout, c'est que je pense il en sort tous les jours. Mais le pire de tout, c'est que je crois qu'il l'a pas fait exprès. Ouais. Je crois que pour lui, croix gammée, ça va chez les juifs. Et il dit aussi dans la même vidéo que l'antisémitisme est inventé par les juifs. Oui, mais je suis sûr qu'il le croit. C'est ça qui est terrible. Mais pourquoi il le croit ? Parce que ce que subissent les musulmans au quotidien, c'est une horreur de discrimination à langue gauche, de machin. Mais c'est différent de ce que subissent les juifs, c'est différent de ce que subissent les transsexuels. Et apprendre la spécificité... Quand vous dites 0,7% de la population, 57% des actes racistes. Mais il y a une chose dont je parlais aussi dans le livre qui me paraît assez importante. En Israël, tout le monde reconnaît les crimes de 1948. Il y a des livres d'historiens qui ont du succès, qui sont lus. Dans le monde arabe, il y a un refus de reconnaître ce qui est arrivé à 1 million de juifs à la chute de l'Empire ottoman, qui ont été tout simplement virés du monde arabe. Et je crois qu'on se grandit en reconnaissant les crimes du passé, on se grandit en reconnaissant ses erreurs, et il est urgent de le faire si on veut tous survivre. Et on se grandirait si Mélenchon reconnaissait l'antisémitisme de LFI depuis 1 an et demi ? Alors, moi, je pense qu'il en jouit. Il jouit de quoi ? Je pense que Mélenchon jouit de la haine, il jouit de se poser en victime alors qu'il suscite... Moi, j'ai pas beaucoup d'espoir dans Mélenchon. En revanche... Non, mais vous parlez de Logu. En fait, c'est une secte autour de lui. Non. Moi, j'ai beaucoup d'espoir dans cette jeunesse qui a une révolte. Je trouve que cette révolte est légitime et je trouve que les leaders d'extrême gauche utilisent une révolte légitime pour emmener les jeunes vers un truc qui n'amènera que de la haine. Est-ce que Mélenchon est pas en train de pourrir la jeunesse ? Moi, je pense qu'il n'est pas loin de la retraite. Et c'est pas à lui que j'en veux le plus. J'en veux le plus au cadre, j'allais dire, de gauche normale, qui l'ont toléré. C'est pas normal. Gauche normale, vous parlez du Parti Socialiste ? Mais je parle du Parti Socialiste, je parle des Verts, je parle du monde dont je suis issu. Le Parti communiste. Et je parle à assez de leaders de gauche et écologistes qui veulent jamais le dire derrière un micro, qui ont décidé, après les dernières élections, que l'antisémitisme ne serait pas un sujet. C'est pas qu'ils sont antisémites, c'est qu'ils ont décidé qu'il n'y aurait pas de rupture à cause de ce sujet. Ils sont parfaitement conscients. Pour des raisons électoralistes.
Hein, Bien sûr, pour pas perdre de siège. Pour parler de siège. Il y en a un qui m'a parlé avec beaucoup d'honnêteté, j'étais très reconnaissant, c'est l'avocat Arié Halimi, qui m'a dit, et je l'ai mis dans le livre, il dit après le 7 octobre, il suffisait de mettre dans une pièce nos représentants, on le dit comme on veut, issus de la communauté juive, issus de la communauté musulmane, et de trouver des éléments de langage communs pour appeler à la paix. Mais Arié Halimi, on en a parlé avant l'émission. Il a dit, et Arié m'a dit, il y a eu un refus de faire ça, il y a eu une volonté de jeter les communautés les unes contre les autres. D'abord, ça amène pas la paix au Proche-Orient, et ensuite, ça rend malheureux la population d'ici. Arié Halimi, vous avez vu sa tribune avec Vincent Lemire, je crois, dans Le Monde. Il parlait du bon antisémitisme et du mauvais antisémitisme. Le bon antisémitisme de gauche, fallait l'excuser. Mauvais antisémitisme de droite ou d'extrême droite. Alors j'ai fait parler plus d'une centaine de personnes dans ce livre. Beaucoup disent beaucoup de conneries. Ouais. Et j'adhère pas à ce que disent tous les gens, mais en revanche, je reconnais leur sincérité. Et je crois que sur un sujet aussi glissant, moi le premier, on dit tous des conneries en permanence. Donc je suis le premier à le reconnaître. Je propose qu'à l'instar du pape, on sache pardonner. On sache pardonner. Alors il y a quelque chose qu'il est difficile de pardonner au vu de ce sondage Ipsos pour le CRIF. 20% des sympathisants de LFI souhaitent le départ des Juifs de France. 40% affirment avoir de la sympathie pour le Hamas, 55% adhèrent à au moins 6 clichés antisémites. De quoi LFI est-il le nom? De quoi Mélenchon est-il le nom? Et vous parlez de Delogu et de tous ces députés qu'on entend beaucoup, et Guiraud et compagnie. Léaumont depuis Panot, Bompard depuis 1 an et demi. Pour moi, c'est pareil que 40 ans de lepénisme. Ça s'appelle de la paresse intellectuelle. Seulement de la paresse intellectuelle? Oui. Il y a de la haine dans la population. L'exploiter politiquement, c'est de la paresse intellectuelle. De la part de LFI et de Mélenchon. Bien sûr. Et il y a une autre chose aussi. J'écoutais les émissions formidables sur France Inter sur l'affaire Dreyfus. J'ai appris une chose que j'avais oubliée. Lors de l'affaire Dreyfus, la République était très jeune. Et en attaquant les Juifs, il y avait une envie de détruire la République. À tort ou à raison, on a attribué une filiation entre les Juifs et la République. Aujourd'hui, moi, je pense que c'est la même chose. Mélenchon veut détruire la République? Absolument. Je pense qu'il y a une envie de... Parce que la réalité, c'est que Mélenchon plaît à pas grand monde. Mais dans l'idée de créer cette haine généralisée, il y a un espoir que par hasard ça marche. Et ça, malheureusement, ça ressemble à Maurras, ça ressemble à Le Pen, ça ressemble à Doriot. Mais qu'est-ce qu'on peut faire à part rester calme, à part essayer de renouer le dialogue, à part faire le tour des librairies de France, ce que je fais depuis 1 an, et d'avoir que des bonnes surprises, à part aller à Sciences Po comme je l'ai fait l'an dernier. Sciences Po, c'était formidable. L'étudiant... Vous vous souvenez que vous étiez à Sciences Po? Bien sûr. Et vous aviez des gens autour de vous qui vous protégeaient? Oui, mais enfin, personne ne m'a agressé, tout le monde a été très gentil. Et la réalité, c'est que l'étudiant avec lequel je me suis bien entendu, c'est le seul étudiant palestinien de Sciences Po, qui lui connaissait le sujet. Ce n'était pas le cas des autres. Mais je crois qu'il y a une jeunesse qui demande qu'à s'exprimer, qui demande qu'à discuter. Une fois encore, les leaders sont responsables de les entraîner vers la haine. Et ça, Mélenchon, ça vous meurtrit de voir comment il a évolué? Parce que Mélenchon d'aujourd'hui, c'est pas le même que le Mélenchon, même d'il y a 10 ans, quand il a fait l'éloge funèbre de Charbes. Oui, et puis c'est lié un peu à votre livre aussi, Les Guerriers. Oui, mais vous me verrez pas personnaliser le débat comme ça, parce que ça me passionne pas beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est le destin collectif de notre pays, qui vaut mieux que ça. Voilà, on a un pays qui vaut mieux que ça. Et c'est lié à ce que vous venez de dire. Je cite de nouveau une, entre guillemets, réflexion de ce livre. Samedi, la marche du nouveau Front populaire a accepté dans ses rangs le char et la foule des indigènes de la République qui justifient le pogrom du 7 octobre, et vous dites bien le pogrom du 7 octobre, et appelle à l'élimination des sionistes du Proche-Orient et d'ailleurs. La gauche, votre gauche, elle est à l'agonie ou alors elle peut renaître de ses cendres? Moi, je vais être plus générique que ça. Il me semble que l'antisémitisme disparaîtra jamais. Il revient en période de crise. Je vais le dire comme un enfant, le racisme, c'est mal, qu'il soit de droite ou qu'il soit de gauche. Moi, ce qui m'ennuie chez les indigénistes, c'est que non seulement à mes yeux, ils sont anti-juifs, mais à mes yeux, ils sont également anti-arabes. Cette manière de vouloir ranger les gens, assigner les gens en fonction de leur ethnie, en fonction de leur religion, notre République existe contre ça. Alors maintenant, si on veut changer les règles, c'est un autre pays. Et vous citez aussi, vous rappelez, c'est un dialogue, les cris de ces militants LFI dans une manif du 9 juin 2024. Vous savez ce que c'était? Israël assassin, Glucksmann complice. Au minimum, c'était maladroit. mais cette manière de donner en permanence, de faire plaisir à l'extrême droite, parce qu'il n'y a rien qui peut lui faire autant plaisir à l'extrême droite que de voir après une élection, et ça, c'est une maladresse pas possible. Et oui, tout ça, c'est très triste. L'extrême droite, justement, ça nous renvoie à 1978. J'ai bien aimé cette comparaison, votre comparaison entre Jean-Luc Médecin, qui en 78, où je me trompe, vous explique pourquoi il a décidé, ou il explique à votre père peut-être, d'accepter les voix de Le Pen,
Et une huile du PS, vous dites une huile du PS, qui en 2024 vous explique pourquoi il accepte celle de Mélenchon. Non, c'est bien plus tard que 78. C'est dans Non, c'est pour ça dans que les j'ai- années 80. Bon, mon père est devenu adjoint de Jacques Médecin. Ouais. Et Médecin reçoit Le Pen à la mairie de Nice et accepte les voix de Le Pen pour une élection. Mm. Mon père demande une audience et Médecin lui dit vous comprenez, l'électorat juif n'existe pas, il me propose ses voix, je peux pas refuser. Et mon père a démissionné. Et les socialistes ont dit la même chose avec Mélenchon cette année. L'électorat Le Penisme, vous dites l'électorat juif. L'électorat Le Pen. Non, le Médecin disait l'électorat juif n'existe pas. Ah, n'existe Il y a pas, de- oui, donc, oui. et Oui, c'est l'extrême ça, droite m'offre ouais. ses voix, je suis bien obligé de les accepter. Et là, mon père dit mais monsieur le maire, on va démissionner. Mm. Mon père a démissionné, ça a causé la chute de Médecin, tout le monde connaît l'histoire. Mais le PS a fait la même chose cette année, les Verts ont fait la même chose cette année. Mm. Alors, on va pas dire leur nom, mais moi j'ai eu des discussions les yeux dans les yeux avec des leaders PS et des leaders Verts, Lesquels, qui- par exemple? je ne vais pas vous le dire, mais qui m'ont dit la même chose, et qui m'ont dit le vote Bah, c'est juif. ce que vous écrivez. Non, dans mais le ce qu'ils livre. disent, mais ça je le dis dans le livre, pour eux, l'opinion des juifs n'est pas déterminante, mais là où ils se trompent, Mm. c'est je crois que les Français dans leur ensemble ne sont pas anti-juifs. Je crois que les Français dans leur ensemble n'aiment pas qu'il y ait des anti-juifs à la tête d'un parti, et leur façon de gagner à court terme grâce à Mélenchon, ça les condamne à moyen terme à mes yeux. Et on voit que la stratégie du PS, a priori, a évolué jeudi, puisqu'ils n'ont pas voté la motion de censure. Ce serait pas mal. Ouais. C'est pas que j'adore ce gouvernement, Ouais. c'est que se désolidariser de ce qui est pour moi le premier parti antisémite de France, c'est une bonne nouvelle. C'est qui le premier parti antisémite de France? Bah, alors, qu'est-ce qui arrive aux Juifs de France en ce moment? Ouais. Les Juifs publics comme moi, c'est terrible. D'un Alors, en tout côté, cas, le premier parti antisémite de France, pour vous, c'est LFI. Hein, c'est- non, attendez. Ah, allez-y, Ce qui arrive aux Juifs en ce moment, c'est qu'on a d'un côté l'extrême gauche qui est devenue anti-juive, Mm. et de l'autre côté l'extrême droite qui veut nous considérer comme une prise de guerre. Donc moi qui refuse de voter à l'extrême droite, et je me trouve à me faire insulter par tout le monde, ce qui est une joie immense. Mais imaginez, je suis embêté avec l'extrême droite, je veux pas serrer la main à un leader d'extrême droite, et je veux pas ne pas serrer la main à un élu de la République. Donc quand j'en vois qui s'approche de moi, je mets les mains dans les poches et je cours. Et à l'inverse, je me trouve avec le LFI, avec l'extrême gauche, avec des gens avec qui je ne parviens plus à parler. Et comment vous faites si c'est un second tour Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon en 2027? La question... Je pense que là, c'est pas juste Johan Sfar qui sera embêté. Non, il y en a beaucoup. Alors, votre livre, on y revient à votre livre, hein, tout y passe dans ce livre. Pessard, Crémieux, la déclaration Balfour, Kafka, Kessel, Joseph Roth, le roi David et David le soldat, hein, David le soldat de Tsahal, Spinoza qui est un tireur d'élite, bien ça, hein, qui est venu en France voir sa famille, Spinoza, Kafka, le Golem, Théodore Herzl, Moustaki et beaucoup d'autres. En vous, il y a de tous ces personnages. Oui. Et de qui vous vous sentez le plus proche? Alors, c'est un vrai roman, c'est-à-dire que c'est moi depuis l'enfance qui essaye d'être à la hauteur de mon père, qui était avocat, qui racontait l'histoire des Juifs à la radio, qui était ma grand-mère. Donc j'essaye et je convoque tous les Juifs, y compris, j'allais dire des vrais Juifs, y compris des gens d'aujourd'hui, y compris la politicienne Shannon Seban, Raphaël Glucksmann, j'ai oublié. Eve Seftel de Libération et Léonore Veil de Haaretz. Et Eve Seftel, c'est une dizaine de pages quand même. Elle dit des choses extraordinaires. Ariel Halimi, donc des gens dont la vie a été bouleversée par le judaïsme, je les fais parler. Et le fil rouge, un des trucs, c'est mon grand-père qui était un spécialiste de la Shoah et qui savait pas où était morte sa famille, parce qu'il n'a jamais fait les recherches, et ma fille, en 20 minutes sur Internet, elle trouve, et c'est la fin du livre. Il y a un chemin là-dedans, parmi des vies juives, que j'avais envie de faire parler, et j'espère qu'il y a de la tendresse, j'espère qu'il y a de l'humour, j'espère que c'est pas uniquement catastrophique. Et alors, il y a de tous ces personnages en vous, il y en a duquel vous vous sentez le plus proche, ou pas? Moi, mon sentiment, c'est Joseph Kessel. Ouais. Parce que Joseph Kessel, pour moi, c'est à la fois Indiana Jones, c'est un reporter, c'est le... Et sa mère, c'est un peu votre grand-mère? Ah, c'est différent, Hein? c'est différent, mais enfin, il était élève du lycée Masséna comme Ah, moi. vos parents voulaient comme faire de Romain vous, Gary. rappelez? Mon père voulait que je sois l'avocat des Juifs. Avocat, hein, Oui, voilà. avocat, j'ai pas Comme fait. la mère de Joseph Kessel voulait Voilà. qu'il soit... Et c'est quand je suis à Tel Aviv, c'est Léonore Veil qui me dit « Mais alors, tu vas être l'avocat des Juifs ?» Et je réponds « Non, je vais juste être leur dessinateur. » Et elle dit une chose, parce que je me fais insulter aussi beaucoup par des Juifs. Ouais. Et elle me dit « Fais attention, tu es devenu le représentant des Juifs de France. Un jour, tu vas dire un truc qui leur plaît pas et ils vont te détester. » Et j'ai répondu « Je ne suis pas représentant, je suis représentatif. » Représentatif et dessinateur, et vous réfléchissez beaucoup. Alors, tous se sont demandé, parmi les personnages que vous citez, que faire des Juifs, et vous, qu'est-ce que vous répondez à cette question? Ça a changé depuis l'époque de mon père. Mon père s'imaginait qu'on avait un destin collectif, c'est-à-dire qu'on devait tous aller vivre en Israël. Moi, je crois qu'un juif a le droit d'être un hébreu où il veut. C'est-à-dire le judaïsme européen existe depuis des millénaires. Il y a des juifs au Proche-Orient depuis toujours. Le destin juif, c'est de pouvoir être juif là où il veut. Et ça devient difficile. C'est ça qui est triste. Alors, le titre de votre livre, c'est « Que faire des Juifs » hein. Et quand on voit vos dessins, quand on lit les réflexions de vos personnages autour de la continuité de l'antisémitisme depuis 2000 ans, et même
avant, on se dit que le titre pourrait être « Qu'est-ce que nous, Juifs, leur avons fait ?» Bien sûr. Hein? Bien sûr. Je reviens à cette idée qu'on déteste jamais autant les Juifs que quand on les voit pas. Et là où on peut me faire un reproche, là où se trouve le pessimiste de mon livre, c'est que je ne trouve pas, on n'a pas à trouver de solution à cette question. En revanche, s'apercevoir que on y est pour rien. C'est terrible, mais de dire à une personne qui subit de la haine qu'elle n'y est pour rien. Moi, comme vous citiez donc les Noirs. Les musulmans, les homosexuels, bien sûr. Hein, c'est ça. Mais bien sûr, ce sentiment que quand on est haï, on a fait quelque chose de mal. Et il faut qu'on accepte notre souffrance. Oui. Et une autre chose aussi, dans l'antisémitisme, mais il y a ça dans les autres haines, l'obsession de celui ou celle qui nous est. C'est-à-dire, je parlais aux gens du site Academ qui se sont aperçus, formidable site universitaire juif, ils se sont aperçus qu'un tiers des gens qui les visitaient venaient de l'extrême droite ou de la sphère complotiste. C'est-à-dire, quand vous êtes anti-juif, c'est une passion, comme les collectionneurs de timbres, donc vous avez besoin de vous renseigner en permanence sur l'objet de votre haine. Moi, j'ai parfois des... Pour cultiver votre haine. J'ai parfois des chauffeurs de taxi qui m'expliquent des trucs sur les juifs. Sur le pouvoir qu'on tient, sur les khazars, sur les machins, sur les médias, sur notre l'argent sanguin. Ouais. Et alors, moi, je m'éduque, si vous voulez, je savais pas tout ça. Et en tout cas, c'est un complot dans lequel on m'a pas mis. Mais ce qui est sûr, c'est que si on dirige le monde, on s'y est assez mal pris. Justement, j'allais vous demander qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'il y a une paranoïa juive, un complexe de persécution juive. Non, avec ce qu'on subit, c'est pas de la paranoïa, c'est qu'il y a une obsession du monde entier pour le judaïsme. Et il n'y a pas assez de juifs dans le monde pour supporter toute cette passion. Voilà, donc moi je continue à faire des livres, je sais qu'ils servent à rien, mais j'aime bien rencontrer les gens. Ils lancent beaucoup de débats, ils disent des choses, et puis il y a de tellement beaux dessins. Ah oui, ça, je suis super. Mais la France est un pays... Et vos paroles. Oui, vos paroles. C'est formidable, je m'adore. Mais une fois qu'on a dit ça, les Français sont chouettes. Et ça, on s'en rend pas compte. Quand on est sur Twitter, quand on voit les représentants politiques, etc., on oublie que les Français sont chouettes. Les Français, ils ont besoin de râler, mais quand on parle, ça se termine pas trop mal. C'est un beau pays, la France. Moi, je ne veux jamais partir de ce pays. Le modèle français. Si on l'abîme pas trop, c'est quand même pas mal. Il est plus intéressant que le modèle américain, par exemple. Ça me le dites pas deux fois. Mais même, regardez, les explosions de haine anti-juive qu'il y a eu dans toute l'Europe après le 7 octobre. Il y a des choses qu'on a vues en Angleterre, qu'on a vues en Belgique, qu'on n'a pas vues en France. Le travail du vivre ensemble, dont tout le monde se moque, qu'on a fait depuis 30 ans, les relations intercommunautaires, ça sert pas à rien. Même dans les manifestations, comme on dit, indigénistes, etc., il y a des choses qui ont eu lieu en Belgique et en Angleterre qu'on n'a pas vues en France. Des appels directs au meurtre, des appels directs... Il n'y a pas eu, pas de cette façon-là en tout cas. Et alors, après avoir écrit ce livre, 565 pages, vous dites tout le monde est perdu dans la communauté juive en France et en Israël, partout. Alors, je trouve que la période est particulièrement difficile parce que après le 7 octobre, il y avait une vraie cohésion. On était globalement tous d'accord pour pas se faire massacrer. Aujourd'hui, et c'est heureux, il y a une vraie pluralité d'opinions, à la fois chez les Juifs d'Israël et ici aux États-Unis. Mais il y a énormément de disputes. Moi, je me trouve dans beaucoup de soirées communautaires et des responsables doivent parler. Il y a certains discours avec lesquels je suis d'accord, il y a d'autres discours qui me scandalisent, et moi j'imagine que quand je prends la parole, j'énerve beaucoup de monde aussi. Donc on est en train de se disputer. D'ailleurs, dans une précédente interview, vous avez dit « tout le monde déteste Netanyahou ». Ce qui est absolument pas vrai. Mais en tout cas, les gens que je fréquente, oui, voilà, j'ai peut-être pas de mauvais... Non, mais enfin, les gens que je fréquente dans mon travail, je fais de la télé là-bas, donc tout le monde est d'extrême gauche. Donc ils sont tous soldats, beaucoup de soldats d'élite, et dès qu'ils sont en première mission, ils vont manifester contre le gouvernement. Alors, on arrive à la conclusion de cette émission. Je vais vous citer ce vieux dicton juif en conclusion. « Heureux comme Dieu en France ». Comprendre, c'était au début du XXe siècle, les Ashkénazes... Ils disaient « heureux comme un juif en France ». Comme Dieu. Comme Dieu en France ? Comme Dieu en France, ça voulait dire comme un juif en France. Ah, d'accord. Il fallait comprendre ça comme un juif en France. Ça a plus de sens aujourd'hui ou pas ? Il faut que ça en ait. Il faut que ça en ait. Et pour citer une autre phrase chassidique, vous connaissez l'histoire du gamin qui va voir le rabbin ? Il prend un papillon. Il veut avoir le rabbin. Le papillon. Il dit « Rabbin, le papillon dans ma main, il est vivant ou pas ?» Et le gamin, il se dit « S'il dit il est vivant, je vais le tuer. » Le rabbin, il regarde et il lui dit « C'est dans ta main. » Merci en tout cas, avant de conclure, Johan Sfar, merci en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous venez de publier 2 livres. Le premier, Que faire des Juifs, qui est publié aux éditions Les Arènes. Le second, Les carnets de Johan Sfar, greffier, c'est aux éditions Delcourt. Et ça concerne Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, un hebdomadaire auquel vous avez collaboré. Merci en tout cas de votre témoignage, Johan Sfar. Merci à vous de nous être fidèles. Bonne fin de journée sur Radio J. À dimanche prochain. Merci beaucoup.